Bon, aujourd'hui les gars, vidéo un peu différente. C'est pas cette vidéo qui aurait dû sortir normalement aujourd'hui sur ma chaîne, mais il faut savoir rester flexible, comme on dit. Et je sais pas si vous avez vu sur mon Insta et mon TikTok, mais j'ai sorti des vlogs là toute cette semaine. J'ai sorti un vlog par jour dans lesquels je racontais mon quotidien d'alternant banquier privé et créateur de contenu. Et il s'avère que ces vlogs ont plutôt bien marché et surtout que j'ai eu énormément de questions sur ma vie, sur mon parcours pour devenir banquier privé, même sur le milieu de la banque privée en général, sur mes projets futurs, etc. Enfin, toutes sortes de questions. Donc, cette vidéo aujourd'hui, elle va être tournée un peu plus en mode FAQ parce que j'ai eu énormément de questions sur les réseaux et je me suis dit que ça allait être beaucoup plus simple, clair et détaillé si j'en faisais une vidéo comme ça rapidement. Donc voilà, vidéo dans laquelle je vais pas faire un montage, je vais pas rajouter de musique en fond, je vais pas, voilà, c'est une vidéo vraiment brute, mais c'est un contenu, je pense, qui peut vraiment vous plaire et en tout cas qui peut répondre à énormément d'interrogations que les gens ont eues après avoir visionné mes vlogs. Alors, on va commencer directement avec la question qui m'est le plus revenue, c'est quel est ton parcours pour devenir alternant banquier privé, comment t'as fait, quelles études t'as fait, etc. Donc c'est très simple. J'ai fait un bac scientifique à Nice, dans un lycée public, le lycée Masséna pour ceux qui connaissent. Et ensuite, je suis monté à Paris Dauphine, à l'université, pour faire une licence de sciences des organisations. Donc c'est un nom un peu barbare pour juste dire éco-gestion droit. En gros, c'est un peu une double licence déguisée, on va dire, mais voilà. Donc en gros, à Dauphine, il y a deux licences. Il y a la licence gestion éco-droit qui s'appelle LSO, donc sciences des organisations. Et il y a la licence MIDO, donc tout ce qui est maths, informatique. Voilà, il y a deux grandes licences. Et en fait, dans la licence LSO, en troisième année, tu te spécialises dans une des spécialités qu'ils proposent. Donc il me semble qu'il y en a quatre. Il y a gestion, droit, sciences sociales et je sais plus la dernière. Il me semble qu'il y en a quatre. Et en fait, au sein même de ces et économie. Et au sein même de ces sections, tu as encore des sous-sections si tu veux encore plus te spécialiser rapidement. Et donc typiquement dans la section gestion, il y a il y a la sous-section gestion de patrimoine dès la troisième année, donc c'est une licence 3. Donc en fait, moi j'ai fait ça, j'ai choisi cette spécialisation en gestion de patrimoine dès la L3, ce qui fait que je sors avec une licence sciences des organisations, mention gestion de patrimoine. Mais voilà, en gros, c'est vraiment juste ma troisième année où je me suis spécialisé, parce que les deux premières années, c'était le tronc commun, donc c'était général pour tout le monde, et j'ai fait plein de matières différentes, donc des sciences sociales, du droit, de la gestion, de l'éco, de la macro, enfin voilà, j'ai fait un peu tout. Donc voilà, j'ai terminé ma licence 3 et ensuite j'ai continué directement avec le master gestion de patrimoine, qui est en fait le même organisme qui s'occupe de la licence 3, du M1 et du M2. Et donc moi je suis rentré en master 1 après ma licence, dans ce master en gestion de patrimoine à Dauphine, qui est en alternance pendant 2 ans. Donc il fallait trouver une alternance dès septembre, là, septembre 2023. Et donc après avoir fait un stage dans une banque privée et avoir demandé un peu partout qui pouvait me prendre, il y a une banque privée qui a accepté, la banque privée dans laquelle j'ai fait mon stage. Et voilà, donc c'est comme ça que je suis devenu alternant banquier privé. Donc ensuite, deuxième question qui m'est pas mal revenue, c'est comment tu fais pour gérer ton temps entre la création de contenu, la banque privée, l'alternance, les cours, enfin voilà. C'est vrai que sur le papier, on a l'impression que je fais beaucoup de choses, mais c'est une grosse question d'organisation. C'est-à-dire que moi, les cours, j'ai de la chance d'avoir des facilités, donc je taffe pas énormément les cours et pour l'instant, je valide, quoi, il n'y a pas de souci. L'alternance, c'est des horaires qui sont assez cool pour de la finance, entre guillemets. Je fais du 9h, 19h, on va dire. Et l'avantage de ça, c'est qu'une fois que je rentre après mon alternance, donc quand je rentre le soir chez moi, j'ai pas à y penser. J'ai rien à faire en soi pour mon alternance. Pour mon quotidien dans la banque privée, j'ai rien à faire. Tout ce que j'ai à faire pour ça, c'est directement pendant mes horaires de taf. Le seul truc, ça serait de penser aux cours un peu, mais en gros, moi, c'est pas du tout ma priorité, là, les cours. Et en plus de ça, je trouve ça plus simple, le master, là, que les licences. Plus simple pour avoir des notes pour valider, j'entends, hein. C'est beaucoup plus intéressant, il y a des cours beaucoup plus complexes, on va vraiment dans les détails. Mais sachant qu'il y a beaucoup d'intervenants qui nous donnent cours, leur objectif à eux, c'est pas de nous saquer, c'est pas des professeurs, c'est juste, ils ont juste envie que tu connaisses et que tu comprennes un peu l'idée globale de la matière qu'ils t'enseignent, qui est souvent leur métier d'ailleurs. Mais, euh, mais voilà, donc ils notent pas si compliqué que ça. Enfin, c'est pas si dur d'avoir des notes pour valider. Et donc, il s'avère que je bosse pas beaucoup, voire pas du tout chez moi.
J'essaye vraiment d'écouter un max en cours. Et après, pour tout ce qui est examen, etc., là, pour le coup, moi, j'ai une mémoire très à court terme. Donc, je m'y mets genre 3-4 jours avant. Je ponce toutes les matières. Et en fait, bah, ma mémoire à court terme, elle suffit à ce que je recrache les choses que j'ai apprises, pardon. Et donc voilà. Grosso modo, c'est comme ça que je gère mon temps. Après, oui, j'ai développé un peu des techniques, des astuces, des petits tips par-ci par-là. Je vais pas en parler ici parce que ce sera trop long. Mais honnêtement, si ça vous intéresse, je peux vraiment en faire une vidéo. Pour le coup, j'ai pas mal de choses à dire là-dessus. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à me le faire savoir via des messages privés sur Insta par exemple. Et j'en ferai une avec plaisir. Alors, autre question que j'ai eue suite à mon vlog de samedi dans lequel j'ai fait un call avec un créateur de contenu. Donc je vous en ai parlé pendant le vlog et j'ai eu pas mal de questions en me disant ah mais c'est quoi le projet? Globalement, c'est un créateur de contenu que j'ai connu via Instagram. Il est lui étudiant à HEC et il a sa boîte d'intelligence artificielle à côté. Donc peut-être que vous connaissez quand je dis ce genre de choses si vous êtes un peu dans cette niche. Et en fait, il a décidé d'organiser un bootcamp dans un mois, donc du 29 février au 2 mars, un truc comme ça. Et donc moi j'étais hyper intéressé pour en faire partie, et donc on a eu ce call-là, effectivement ça s'est bien passé. Donc je serai de la partie, je serai au bootcamp avec une quinzaine d'autres étudiants, entrepreneurs, créateurs de contenu, enfin voilà, des gens un peu avec le même mindset et on va dire le même niveau d'ambition. Je vais pouvoir rencontrer pas mal de gens hyper intéressants et en plus, il y a des intervenants spécialisés donc en fiscalité, en intelligence artificielle, même en pub, tout ce qui est ads sur Facebook, etc. Donc voilà, il y a des intervenants qui vont nous donner des tips, enfin, qui vont nous coacher globalement sur ces 3 jours. Donc je pense que ça va être super intéressant, je vais apprendre plein de trucs et dites-moi si ça vous intéresse que je documente un peu ce bootcamp là, je pense que ça peut être cool. Donc si ça vous intéresse, encore une fois, dites-le moi, je le ferai avec plaisir. Alors, une question plus finance, cette fois, c'est quoi la différence entre le M&A, la gestion de patrimoine, le trading, le wealth management, enfin voilà. Donc en gros, je vais répondre à toutes ces questions un peu de base de la finance. Effectivement, c'est un milieu qui n'est pas très bien compris par l'extérieur. Donc voilà, je vais essayer de poser des bases très simples mais essentielles pour comprendre après tous les métiers qu'il y a au sein de la finance. Donc la finance, on va dire, il y a 2 grandes branches. Donc tu as la branche finance de marché ou market finance et tu as la branche finance d'entreprise, donc corporate finance. Donc la branche corporate finance, finance d'entreprise, c'est tout ce qui est M&A, private equity, voilà. Globalement, c'est une branche de la finance qui s'occupe de la finance même de l'entreprise, donc de tout l'argent, tous les flux d'argent qu'il y a au sein d'une entreprise, comment on valorise une entreprise qui va se faire racheter, comment on organise justement un rachat d'entreprise, comment on valorise une entreprise dans laquelle on veut investir, donc ça c'est le private equity. Enfin voilà, c'est un peu des notions de comptabilité mais financières, dans le sens comment interpréter des bilans, comment arriver à estimer une entreprise au travers de ses états financiers, donc son bilan. Après, ça peut aller un peu plus loin pour tout ce qui est private equity ou investissement dans les startups, donc tout ce qui est VC, venture capital. On va plus parler même d'équipes dirigeantes, de board, il y a plus de psychologie qui rentre en jeu, de positionnement sur un marché, enfin bref. Mais globalement, c'est ça. Ensuite, la finance de marché, c'est tout ce qui va être trading, donc trader, structureur. Globalement, c'est que des personnes qui vont être en contact direct avec les marchés financiers et dont leur métier repose sur les marchés financiers. Donc le trader, ça va être celui qui va passer les ordres et il va se hedger pour des positions externes. Le structureur, lui, il va créer un produit structuré. Donc un produit structuré, c'est un produit financier qui mélange des obligations, des options, des puts, des calls, des machins. Euh, et en fait, c'est pour créer un produit qui va donner du rendement et que les clients vont acheter, par exemple, pour avoir des coupons tous les ans. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Mais voilà, ça c'est la finance de marché. Il y a broker, il y a plein d'autres métiers, hein. Enfin, je ne les ai pas tous cités parce qu'il y en a des centaines, mais grosso modo, c'est ça. Et ensuite, il y a le wealth management. Donc le wealth management, c'est la gestion de patrimoine. C'est, je dirais, un peu une sous-branche de la finance de marché. En tout cas, c'est pas du tout de la finance d'entreprise. Et le wealth management, c'est quoi? Donc la gestion de patrimoine, la gestion de fortune. C'est quoi? C'est gérer l'argent d'un client. Donc, grosso modo, tu as un client, il vient te voir, il te dit, OK, j'ai telle problématique, j'ai telle envie, voilà, j'ai tels objectifs. Donc, par exemple, j'ai une problématique fiscale parce que je suis né dans tel pays et mes enfants sont nés dans tel pays, machin. J'ai tel objectif, donc imaginons, je veux un complément de revenu pour ma retraite, je veux transmettre tous les biens que j'ai de la manière la plus optimale à mes enfants. Voilà, plein de questions et de problématiques. Et nous, notre but, ça va être de leur apporter des solutions à ces questionnements et à ces problématiques.
Donc voilà, ça c'est le wealth management, c'est la gestion de patrimoine. C'est vraiment côté finance de marché, c'est pas du tout côté corporate finance. Alors ensuite, une autre question qui m'est pas mal revenue suite à mes premières vidéos, qui était est-ce que tu es encore en monk mode? C'est quoi le bilan du monk mode? Alors pour répondre simplement, ouais, je continue d'être en monk mode, je continue de pas trop sortir. Vraiment, je limite de fou les sorties, je vois pas grand monde en ce moment, enfin depuis mi-décembre. Je bois quasiment plus d'alcool, je suis très focus sur le taf, je fais beaucoup de sport. Et voilà, grosso modo, je taffe énormément sur ma création de contenu. Donc voilà, je continue le monk mode, mais je peux vous faire un petit bilan de mi-parcours, on va dire, parce que ça fait quand même là depuis mi-décembre, donc un mois et demi, que je suis en monk mode et j'ai eu mes premiers résultats. Donc je vais vous voir un peu un petit bilan très rapide, chiffré de ce monk mode là. Donc globalement, j'ai pris 300 abonnés à peu près sur Insta. Là, je suis quasiment à 200 abonnés sur ma chaîne YouTube que j'ai lancé au moment du Monk Mode, que j'ai lancé il y a un mois et demi. Donc c'est cool. Ma dernière vidéo, elle a atteint plus de 1000 vues. Donc pareil, super sympa, enfin vraiment très content. Et grosso modo, j'ai quand même pas mal de réels et de TikTok qui ont assez bien marché ces derniers jours, ces dernières semaines. J'ai parlé à beaucoup de gens, j'ai répondu à beaucoup de questions qu'ils avaient. J'ai rencontré énormément de personnes super sympas qui ont le même mindset, qui ont les mêmes objectifs, qui ont à peu près même la même vie, hein. Il y en a plein qui sont étudiants, qui sont même en alternance des fois, qui lancent des petits projets sur le côté, etc. Franchement, c'est super intéressant. Moi, c'est une des raisons premières pour lesquelles j'ai voulu lancer les réseaux, hein. C'est pour rencontrer des gens un peu comme moi, pour échanger, pour qu'on se tire tous vers le haut. Et globalement, c'est ce qui se passe. J'ai pas 15 000 abonnés sur Insta, mais typiquement, le bootcamp du créateur de contenu, c'est super cool. Je vais rencontrer plein de gens. Là, j'ai vu un mec la semaine dernière, pareil, que j'ai rencontré sur Insta, qui est étudiant aussi, qui lance des trucs sur le côté. J'en vois encore deux autres dans les 2 semaines qui arrivent. Enfin, franchement, c'est trop cool. Moi, je suis trop content, genre. Vraiment, je suis trop content. Je me satisfais clairement de ces petites victoires-là. Je sais que je suis loin d'avoir atteint mes objectifs, mais c'est bien. Ça montre que il faut apprécier le chemin et pas se focaliser uniquement sur l'objectif. Parce que là, honnêtement, je fais beaucoup de sacrifices. Je sors plus, je vois plus mes potes. Voilà, je taffe beaucoup. Mais, euh, mais je suis quand même méga heureux, hein. Enfin, franchement, tous les jours, je suis content parce qu'il y a des petits trucs qui se passent, il y a des petites victoires, des petites choses. Et en vrai, ouais, c'est cool parce que je comprenais pas trop ce délire d'apprécier le chemin et pas atteindre ton objectif. Bien sûr, ça reste ma boussole, quoi, on va dire, mais c'est super cool. Là, vraiment, je suis très content des résultats que j'ai eu pour l'instant. Donc, on va continuer comme ça, on va charbonner. De toute façon, je me suis laissé 2 ans, hein, donc c'est c'est encore loin. Enfin, voilà, vraiment, le bilan, il est très, très, très positif. Donc, question suivante qui m'est pas mal revenue aussi, c'est quoi ton idée de projet? J'ai parlé sur Insta, dans mes vlogs, en story, etc., d'une idée de projet que j'avais eue. Et j'ai eu quelques questions là-dessus, donc je vais y répondre. Et ça me permettra un peu de voir votre avis sur la question. Donc, mon idée, c'est de lancer un podcast. Un podcast pour les étudiants entrepreneurs. Donc, l'idée, ce serait d'interviewer, entre guillemets, des étudiants qui sont en train de lancer leur business, qui ont lancé leur business, qui sont encore en train de bosser dessus, qui ont envie de lancer un business et qui sont encore en train de bosser dessus. Enfin, voilà. Là, je parle de business, mais ça peut être un projet, ça peut être une asso, ça peut être voilà, juste en gros un étudiant qui se bouge un peu le cul en dehors de ses études, un doer pour faire référence à Flomodia. Et voilà, quelqu'un qui fait des choses hors de ses études, qui ne voit pas sa vie uniquement par le prisme de son parcours scolaire et qui essaye de se bouger en dehors. Pourquoi j'ai eu cette idée? C'est qu'en fait, c'est typiquement le podcast que moi j'aimerais bien écouter. Donc grosso modo, j'écoute énormément de podcasts, j'écoute vraiment que ça. Il y a énormément de podcasts hyper intéressants. Donc tout ce qui est podcast de Yomi, de Tugan Bara, enfin, il y en a plein, je vais pas tous les citer, mais à chaque fois, ces podcasts-là sont faits par des personnes qui ont déjà réussi. C'est des entrepreneurs qui ont déjà fait plusieurs millions dans leur business. Et donc, c'est super intéressant et c'est pour ça qu'on les écoute d'ailleurs, hein. C'est parce qu'ils ont plein de choses à nous apprendre, vu qu'ils ont réussi et on essaie de suivre un peu leurs pas. Mais en même temps, c'est plus compliqué de s'identifier à eux parce que ils sont plus dans le processus. Eux, ils ont déjà réussi en soi. Ils continuent, oui, d'entreprendre, mais à des niveaux totalement différents. Quand tu es un jeune ou tu es un étudiant et que tu as envie de te lancer, je pense que c'est super important de pouvoir t'identifier à des personnes qui sont vraiment à 1 millimètre au-dessus de toi et pas à des millions au-dessus de toi. Donc je pense que c'est beaucoup plus simple de s'identifier à des personnes, des étudiantes qui sont aussi dans le processus, qui n'ont pas encore réussi, donc qui n'ont pas forcément des choses à nous apprendre, mais c'est des personnes auxquelles on peut s'identifier
Et je pense que ça peut être super fort. Et j'ai regardé sur YouTube, sur Apple Podcast, tout ça, il y a pas de podcast d'étudiants entrepreneurs. Et en fait, cette idée-là, elle m'est venue aussi suite à toutes les personnes que j'ai rencontrées via les réseaux, hein, tous les étudiants que j'ai rencontrés qui essayent d'entreprendre. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont à Paris. Ça peut aussi leur donner de la visibilité pour eux et pour leur boîte. Le but, ce serait pas de faire une interview stricto sensu. Ça serait plus un échange, mais globalement, ça serait moi qui à chaque fois suis avec une personne que j'invite. Et oui, on va lui poser plein de questions sur sa vie, son business, pourquoi il en est là, pourquoi il a voulu entreprendre, quels sont ses objectifs, ses ambitions. Et l'objectif, c'est que ça découle un peu sur un échange. Et voilà, je pense que ça peut être super intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez de ce projet. Moi, franchement, ça me chauffe. En plus, j'ai visité des studios là, de podcast à Paris qui sont super cool, hyper accessibles, hyper faciles, etc. Ça peut faire du très très bon contenu. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je suis très intéressé par vos avis et par même vos envies à propos de ça. Donc voilà, j'attends vos retours. Et enfin, dernière question. Donc là, ça va être la question vraiment gestion de patrimoine, banque privée. Voilà, les questions qui me sont le plus revenues ces derniers jours. La question, grosso modo, c'est quoi la différence entre les différents acteurs de la gestion de patrimoine? Donc, c'est quoi la différence entre une banque privée, entre un cabinet de gestion de patrimoine, entre un assureur, entre un family office? Quels sont les parcours différents qui peuvent amener à chacun de ces métiers-là? Quel est le salaire, la grille de salaire pour ces métiers-là, pour un banquier privé? Combien moi je gagne, etc. Alors, pour faire simple, dans la gestion de patrimoine, il y a 4 types d'acteurs. D'une part, il y a les cabinets de gestion de patrimoine. Donc c'est tout ce qui va être CGPI, donc cabinet de gestion de patrimoine indépendant. Il y a les banques privées retail, donc les banques privées que tout le monde connaît, tout ce qui est BNP, Société Générale, Crédit Mutuel, tout ça. Ces banques-là, elles ont une section conseiller en investissement financier et une section gestion de fortune. Quand je dis banque privée retail, en fait, c'est ces banques retail là qui ont la section banque privée, donc la section gestion de fortune. Ensuite, il y a les banques privées dites pure players ou les banques privées spécialisées. Ça, c'est tout ce qui est Rothschild, UBS, Lombard-Odier, enfin voilà. Le quatrième acteur, ça va être les family office. Donc voilà, comme tu as compris, les métiers qu'il y a entre tous ces différents acteurs, c'est des métiers qui sont totalement différents, les études pour y arriver ne sont pas du tout les mêmes, les tâches au quotidien sont différentes et les salaires à la sortie sont différents aussi. Il y a encore énormément de choses à dire, tout ce qui est le quotidien d'un banquier privé, d'un mec qui bosse en family office, les différentes actions, les différentes études pour mener à ces métiers-là. Tout ça, j'en parle dans une vidéo que je t'ai mis en description. C'est totalement gratuit, hein. Tu as juste à rentrer ton mail. J'ai pas voulu que cette vidéo d'FAQ soit longue et très technique sur justement toutes les différences subtiles qu'il y a dans ce milieu de la gestion de patrimoine. Cette vidéo, voilà, je voulais plus répondre un peu à toutes les questions que j'ai eues en surface. Et si ça t'intéresse vraiment, n'hésite pas à aller voir cette vidéo-là. Je te dévoile tous les secrets de la banque privée, donc tout ce qui est salaire à la sortie, mon salaire à moi, le quotidien d'un banquier privé, comment devenir banquier privé, quelles études faire. Tout ça, je te conseille d'aller le voir directement dans le lien en bio. Je t'ai fait une grosse vidéo de plusieurs dizaines de minutes dessus. En attendant, j'espère que cette vidéo t'a plu. Normalement, j'ai répondu un peu à toutes les questions que vous me posiez ces derniers temps. Si t'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi. Suis-moi sur tous mes réseaux. Vraiment, c'est sur Insta que tout se passe. C'est vraiment là où j'échange avec tout le monde, où je mets des stories, où tu vois mon quotidien. Enfin voilà, je te conseille d'aller me suivre sur Insta si c'est pas encore déjà fait. Et puis, je te dis à la prochaine. Ciao.